1492. Convaincu d'être arrivé aux Indes, Christophe Colomb pose les pieds sur une terre inconnue. Sans le savoir, il ouvre la porte d'un nouveau monde, l'Amérique. Les navires quittent le continent pour retourner en Espagne, lourdement chargés d'or, d'émeraudes et de perles, témoignant de l'immense prospérité de ces terres. Très vite, ce nouveau monde alimente les rêves de richesse et de nombreux colons et explorateurs se lancent à l'aventure. Mais un homme en particulier va changer le cours des événements. Voici l'histoire d'Hernán Cortés, l'homme qui bouleversa le destin du Mexique. Hernán Cortés naît en 1485 à Medellín, au cœur de l'Espagne. Issu de la petite noblesse, il est promis à un avenir stable. À seulement 14 ans, il part étudier le droit à l'université de Salamanque, mais le jeune homme abandonne rapidement ses études. C'est à 19 ans qu'il prend une décision qui va changer sa vie, quitter l'Espagne pour tenter sa chance dans les colonies des Caraïbes. En 1504, il débarque alors à Hispaniola, aujourd'hui Haïti, où il reçoit des terres et une main-d'œuvre indigène. Il dirige une plantation et devient notaire, ce qui lui donne un statut social important au sein de la colonie. 7 ans plus tard, en 1511, une nouvelle opportunité se présente, la conquête de Cuba. Sous la direction de Diego Velázquez, gouverneur de l'île d'Hispaniola, Cortés se distingue des autres. En récompense de sa loyauté et de son talent militaire, il devient maire de Santiago de Cuba. Loin d'être satisfait, Cortés regarde déjà au-delà des horizons connus, vers de nouvelles terres à conquérir. Quelques années plus tard, des expéditions sont menées dans le Yucatan au Mexique. Elles rapportent à Cuba de petites quantités d'or et des récits de terres lointaines regorgeant de pierres précieuses. Hernán Cortés, alors âgé d'une trentaine d'années, cherche également à obtenir sa part de gloire et de célébrité. Il conclut alors un accord avec le gouverneur de Cuba pour mener une expédition vers la péninsule du Yucatan. Motivé peut-être autant par l'esprit d'évangélisation que par la quête d'or, il vend tous ses biens pour acheter des navires et du matériel. Malgré son expérience militaire limitée, c'est un leader charismatique capable de diriger une expédition de cette envergure. Mais face à l'ampleur des préparatifs, des tensions se sont rapidement développées entre Cortés et Velázquez. Conscient de la méfiance du gouverneur, il comprend que son projet risque d'être annulé. Il prend alors l'initiative de partir sans attendre. Il quitte Santiago de Cuba le 18 novembre 1518 pour rejoindre Trinidad, une autre ville sur la côte sud de l'île pour finir ses préparatifs. Le 10 février 1519, il quitte définitivement Cuba et commence son expédition vers le Nouveau Monde. Sa flotte est composée de 11 navires et de 110 marins, embarquant environ 550 hommes de guerre. Il s'équipe également d'une dizaine de canons et de chevaux. Cortés est désormais un conquistador. En route vers le Mexique, il fait une escale à Cozumel, une île des Caraïbes, où il rencontre pour la première fois les Mayas. Mais il découvre également la présence d'Espagnols captifs parmi les populations locales. Il envoie donc des émissaires pour obtenir leur libération. C'est là qu'il rencontre Jerónimo de Aguilar, un moine espagnol qui a fait naufrage en 1511 sur les côtes du Yucatan. Sa longue captivité lui a permis d'apprendre la langue maya. Ainsi, en rejoignant Cortés, il devient un interprète essentiel pour faciliter les échanges avec les peuples indigènes. En mars 1519, Cortés débarque enfin au Mexique sur la côte du Yucatan. À cette époque, le pays est occupé par plusieurs peuples autochtones, chacun avec ses propres cultures, langues et systèmes politiques. Parmi ces nombreux peuples, on retrouve les Mayas, les Totonacs, les Tlaxcaltèques ou encore les Aztèques. Ce sont les Aztèques qui se sont imposés dans la région. C'est un peuple nomade venant d'une région qui fait aujourd'hui partie des États-Unis. À leur arrivée en 1325, le territoire est divisé en plusieurs tribus locales qui refusent de partager leurs terres. Finalement, les Aztèques s'installent sur une île inhabitée dans le lac Texcoco et fondent leur capitale, Tenochtitlan. En moins de 200 ans, les Aztèques sont devenus la civilisation la plus puissante de la région. Ils exercent une forte domination sur le territoire grâce à un contrôle militaire efficace. Ils imposent également des tribus aux peuples conquis et sacrifient certains prisonniers à leur divinité. Cortés décide d'avancer vers l'ouest et arrive dans la région de Potonchan, l'actuelle région de Tabasco. Les forces de Cortés sont encore limitées et pourtant elles se préparent à affronter les puissants Mayas. C'est ici que se déroulera la bataille de Centla, un moment clé dans la conquête espagnole.
Le 13 mars, les Espagnols remportent une première bataille. Le lendemain, une deuxième bataille a lieu, mais cette fois-ci, les Mayas sont bien plus nombreux. Malgré leur infériorité numérique, les Espagnols gagnent une nouvelle fois la bataille. Ces victoires s'expliquent par un rapport de force très inégal. Les conquistadors, malgré leur petit nombre, bénéficiaient d'armes bien plus avancées. Leur armure neutralisait les attaques ennemies et leur arme à feu était redoutable. La cavalerie espagnole représentait un atout majeur contre les Mayas. Ils étaient terrifiés par ces animaux qu'ils n'avaient jamais vus. La stratégie espagnole, simple mais redoutable, consistait à cibler les chefs ennemis, facilement reconnaissables à leurs costumes distinctifs. Leur mort semait la panique dans les rangs adverses, poussant de nombreux soldats à fuir le champ de bataille. Après ces victoires, les Mayas décident de faire la paix avec les Espagnols et offrent à Cortés divers cadeaux, dont 20 femmes esclaves. Parmi elles se trouve une figure essentielle de la conquête du Mexique, la Malinche, également appelée Dona Marina. Elle parle à la fois le nahuatl, langue des Aztèques, et le maya. Cortés dispose ainsi d'un double système d'interprétation. Aguilar, qui maîtrise l'espagnol et le maya, assure la première traduction, et la Malinche, parlant à la fois le maya et le nahuatl, permet la transmission du message aux peuples autochtones. Ces précieux atouts lui seront cruciaux pour la suite de ses conquêtes. Quelques jours après sa victoire, Cortés poursuit son chemin et se dirige vers l'île de San Juan de Ulúa. Il atteint ainsi le point le plus éloigné découvert par Grijalva en 1518. Sa victoire à Centla éveille la curiosité de Moctezuma II, l'empereur aztèque. Il envoie donc des ambassadeurs afin d'évaluer la puissance de ses envahisseurs et de mieux comprendre leurs intentions. Après ce premier contact avec les Aztèques, les troupes de Cortés longent la région côtière du golfe du Mexique. Il rencontre les Totonacs, un peuple rival des Aztèques, et conclut une alliance avec eux. Cette alliance permet à l'armée de Cortés de gagner environ 1000 guerriers. Les Totonacs ont vu dans l'arrivée des Espagnols une opportunité de se libérer de la domination aztèque. Par la suite, Cortés a connaissance de la capitale de l'Empire aztèque. Conscient des forces espagnoles, Moctezuma décide d'envoyer des cadeaux à Cortés pour détourner son attention. Mais cela produit l'effet inverse. Le conquistador découvre alors la richesse de l'Empire aztèque et cela renforce sa volonté de se rendre à Tenochtitlan. Mais son désir de conquête est loin de faire l'unanimité auprès de ses hommes. Malgré les promesses de richesse à Tenochtitlan, la majorité de ses soldats s'opposent à ses projets. Ces hommes sont restés fidèles au gouverneur Velázquez. Ils estiment que Cortés n'a pas l'autorisation de coloniser ces terres et qu'ils doivent retourner à Cuba. Face à cette situation, Cortés met en place une stratégie astucieuse. Il fonde un nouveau campement sur la côte sous le nom de Villa Rica de la Veracruz. Le nom fait référence à la crucifixion de Jésus, car elle a été fondée le 22 avril, mais également aux richesses amassées. Avec cet acte, Cortés dépasse les limites fixées par le gouverneur de Cuba. C'est en effet Velázquez qui détient le droit d'adelantado, c'est-à-dire le pouvoir de conquérir des territoires au nom du roi d'Espagne. En fondant cette nouvelle ville, Cortés s'oppose ainsi à Velázquez, mais il se libère surtout de son autorité en devenant le capitaine général de la ville. Il écrit alors une lettre au roi Charles Quint pour solliciter son soutien. Pour soutenir ses ambitions et gagner ses faveurs, il lui envoie une grande quantité d'or et lui promet d'en rapporter davantage. Bien que libéré de l'autorité de Velázquez, bon nombre de ces hommes ne partagent toujours pas son désir de conquête. Certains d'entre eux souhaitent même retourner à Cuba pour informer Velázquez de ses actions. Pour empêcher la fuite de ces hommes, Cortés prend donc la décision de démanteler ses navires en récupérant tous les éléments utiles. Il ordonne ensuite leur sabordage. Grâce à cette stratégie, il peut poursuivre ses ambitions de conquête. Les hommes qui s'opposaient à ses ambitions sont désormais contraints de le suivre à l'intérieur des terres.